Encore ce matin, soyez les bienvenus mesdames et messieurs avec 10-12 le Zénith qui commence. Nous vous souhaitons encore de prendre la belle attitude mais surtout la bonne position de l'endroit où vous êtes. Nous saluons ceux qui dans leur domicile ce matin nous regardent. Nous saluons ceux qui sont bien sûr au bureau et qui nous regardent. Nous saluons également ceux-là qui certainement sur leur smartphone peuvent encore regarder fièrement Equinox Télévision et le programme 10-12 le Zénith qui démarre à l'instant. Comment s'est révélé le Cameroun aujourd'hui ou encore l'Afrique en elle-même? Nous voulons déjà adresser bien sûr à tous les Camerounais qui nous regardent ce matin nos sincères soutiens face aux réalités auxquelles le Cameroun est véritablement confronté. Qu'est-ce qui s'est réellement passé à Buea avec l'assassinat du chef traditionnel baptisé Molingo François Nango qui a été froidement abattu dans sa chaufferie par des hommes armés non identifiés, dira-t-on aujourd'hui proche des séparatistes. Qui l'a réellement tué? Pourquoi cette énième mort qui semble ne toucher personne au Cameroun aujourd'hui? On en parle très peu dans les régions en crise. Aujourd'hui, on n'entend peut-être pas aussi la communauté nationale et internationale s'indigner à la suite de ce énième décès. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Et qu'est-ce qui également s'est passé aussi à Buea avec cette balle perdue qui aurait touché de plein fouet un enseignant dans son domicile à Bamenda? Comment expliquer la réalité autour de ce sujet? Est-ce que Bamenda Clean aurait fait un peu trop de clean ou encore c'est des balles un peu plus perdues qui font un peu plus de victimes aujourd'hui? Qui était cet enseignant? Quelle est l'attitude aujourd'hui de la communauté internationale? A-t-on entendu seulement la ministre des enseignements secondaires s'exprimer à l'occasion? Est-ce que la ministre Nalo Vayonga est au courant? Qui était-il et comment comprendre ce qui s'y est réellement passé ce matin? Et on le dira peut-être pas assez, mesdames, messieurs, au niveau du mouvement pour la renaissance du Cameroun, étant donné que la politique a une place importante dans la vie bien sûr des Camerounais aujourd'hui. Ils sont 37 membres du mouvement pour la renaissance du Cameroun, notamment des manifestants également qui aujourd'hui sont écroués à la prison centrale de Yaoundé-Kondengi et qui vont être présentés au juge d'instruction dans les jours à venir pour comprendre réellement ce qui s'est passé le 22 septembre dernier. Pourquoi cette nouvelle interpellation? Ne sont-ils pas dans leur droit? Peut-on au moins pour une fois au Cameroun dire le droit et permettre à ces Camerounais de rentrer dans leur droit également? Le droit de dire ce qu'ils pensent, le droit de manifester, mais surtout le droit de s'exprimer quand ça ne va pas. Alors, le peuple camerounais lui-même qui nous regarde aujourd'hui, est-il conscient de ce que l'avenir nous réserve? Peut-on également, depuis pratiquement la mise en place, on va dire depuis février dernier avec la nouvelle entrée des députés de la nation, est-ce qu'on peut dire véritablement que vous Camerounais, nous Camerounais, nous sommes au parfum de leur réalisation? Que font les élus locaux aujourd'hui? Quelles sont les actions des maires dans les 360 communes du Cameroun aujourd'hui? Avons-nous, Camerounais, pu identifier les différentes actions? Est-ce que nous connaissons bien sûr les maires de nos arrondissements? Est-ce qu'ils sont proches du peuple? Qui sont ceux qui sont conseillers municipaux? Est-ce qu'on les connaît véritablement? Sont-ils eux aussi proches du peuple? Que dire bien évidemment des députés qui le 12 novembre prochain vont entrer en conseil extraordinaire? Eh bien attention mesdames, messieurs, c'est des questions qui nous interpellent ce matin et surtout le cas des sénateurs, les 100 sénateurs camerounais. Est-ce que vous les connaissez? Est-ce que nous les connaissons? On en reparlera ce matin dans le cadre de 10-12 le Zénith. Eh bien la grande équipe est au complet ce matin. Charles Membatou, Bonbon Bengan Kandje, Dominique Audrey Oyengelek et bien sûr une nouvelle figure, peut-être pas une nouvelle pour la télévision, mais sur le plateau en même temps elle est là, c'est Laure Bakanda qui nous retrouvera ce matin. Allons déjà saluer Bombok qui est avec nous. Bonjour Bombok et bienvenue. Bonjour monsieur Ngachou Numba, bonjour à vos chers téléspectateurs. Et vous l'avez dit, les députés de la nouvelle législature ont été élus en février 2020, mais je m'attarde aux conseillers municipaux, aux maires. Les maires qui ont perdu leur mandat en février 2020
sont allés avec des arriérés de salaire de l'ordre de 16 mois d'arriérés de salaire. Ils avaient les yeux rivés sur le bureau de l'Association des communes et villes unies du Cameroun. Rien n'a été fait. Cette association, qui se considère comme le syndicat des mairies, a eu un nouveau bureau. Est-ce que ce nouveau bureau va plaider pour que les maires de l'ancienne mandature puissent entrer en possession de leur salaire? On n'en sait rien. Ça fait partie des dettes de l'État. Mais pourquoi les maires là eux-mêmes ne revendiquent pas leur salaire? Se sont-ils sucrés suffisamment? Mais même s'ils se sont sucrés, c'est l'argent que l'État a promis vous payer tous les fins de mois. 16 mois. Bon, c'est costaud pour nous qui estimons que le droit doit être fait. Mais pour vous qui deviez les revendiquer, revendiquez au moins au nom vos salaires. Voilà. Et comment est-ce qu'on peut être maire au Cameroun? On quitte son mandat, on vous doit 16 mois, vous ne revendiquez pas. Ben, il faut aussi comprendre, bon. Vous revendiquez cet argent, on vous rappellera un certain nombre de faits dans lesquels vous aviez plongé la main. On vous dira, mais vous êtes de l'autre côté, non? Pourquoi vous revendiquez vos salaires maintenant? Vous dites à l'État que c'est vous qui avez dit que vous allez nous payer. Donc payez-nous. Même si nous on a pris à côté, ce n'était pas dans le salaire. Bon, Bendian Kandji. Charles Amel Bachou, bonjour à vous et bienvenue ce matin. Bonjour, monsieur Michel Ngachou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Vaste mouvement en préparation, mouvement d'humeur en préparation au niveau de la trésorerie du littoral. Ça bout de ce côté de la trésorerie du littoral. Il s'agit, on dit, de ce côté de dénoncer les mauvaises manières instauré par le tout-puissant Manitou de ce côté de la trésorerie du littoral. Centralisme pour tout paiement, ordre de mission et autres prestations. À ce qu'il paraît, il y a des prélèvements qui sont effectués. Gros bruit au niveau de la comptabilité, où le comptable dit ne pas vouloir ou ne plus vouloir signer n'importe quel document parce que, entre guillemets, ça paraît flou. Alors, il faudrait bien que le ministre Louis-Paul Moutazi intervienne. Dans le cas contraire, procurez-vous tout simplement la nouvelle expression de ce jour. La nouvelle expression de ce jour où le document est traité largement sur la question de la trésorerie du littoral. Je n'ai pas envie de m'exprimer là-dessus, mais dire quand même que des chiffres nous apparaissent de temps en temps pour décaisser des montants alloués à des institutions ou encore même pour des ordres d'émission. Des ordres d'émission. C'est 5%. On parle de 5%. 5%. Mais ça ne date pas seulement de la trésorerie, justement, de la trésorerie générale au niveau du littoral. Il faut bien aller voir ce qui se passe exactement à Yaoundé aussi, au niveau de la trésorerie générale de ce côté, pour mieux comprendre ce qui se passe. Et d'ailleurs, les enquêtes sont menées à ce propos, madame, monsieur. Les sujets sont menés, les informations, on les a, on les tient. Et dans les jours à venir, certainement, on tentera de vous donner qui sont ceux qui sont les commanditaires. Pourquoi demander 5% pour des ordres d'émission alors qu'en réalité, il s'agit bien sûr de l'argent de l'État? Est-ce que le trésorier payeur général serait-il l'homme le plus riche du Cameroun aujourd'hui? Peut-être oui, peut-être non. Enquête à suivre dans les jours à venir sur les antennes Equinox Télévision. Bienvenue à vous. Lord Bakanda, bonjour à vous et bienvenue sur le plateau de 10-12 le Zénith. Bonjour Michel, bonjour à tous, bonjour aux téléspectateurs, nombreux téléspectateurs qui nous regardent par le monde entier. Bonjour également, bonjour particulier à ces parents qui fuient leurs responsabilités et qui laissent la charge de l'éducation à leur femme de ménage. Est-ce que c'est la femme de ménage qui devrait éduquer les enfants, faire le ménage à la maison, s'occuper de la maison et après par la suite on suit des pertes des enfants qui s'égarent parce qu'on n'est pas venu les chercher après les cours parce que la dame de ménage est occupée ce matin. Je leur fais un coucou particulier. Alors, un coucou particulier. Bravo. Merci. Elle leur fait un coucou particulier parce qu'elles éduquent les enfants. Hein? Donc, papa et maman ont fait la responsabilité. Maintenant, ce sont les ménagères qui éduquent les enfants. C'est la femme qui laisse l'éducation à la ménagère. Et quand la ménagère va prendre son mari, elle va s'énerver.
Merci beaucoup, Laure. C'est une entrée également sur le plateau de 10-12, le Zénith avec elle. Saluons également la présence de Dominique Audrey Oyengelek, habituée du plateau, femme coriace, très dure. Voilà, je l'ai dit. Bonjour à vous. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. Il y a quelques semaines, sensiblement quelques mois, au début de la rentrée scolaire, j'ai émis des réserves sur comment est-ce que les programmes devaient être organisés, repartis dans nos établissements scolaires avec le système des mi-temps. Aujourd'hui, comme tout bon Camerounais ou bien tous les Camerounais qui sillonnent les villes, les rues pendant la nuit, on voit de plus en plus les élèves en tenue de classe alors qu'il est 20h. Est-ce que c'est normal? Non. A-t-on évalué les risques auxquels sont exposés ces enfants avec le système de mi-temps? Parce que rendez-vous compte que j'ai été abordée par un parent qui s'est plaint de ce que son enfant est rentré de l'école à 20h, simplement parce que le professeur est venu faire cours à 17h30. Est-ce que c'est comme ça que les calendriers sont répartis? Au lycée de Bepanda, le professeur d'anglais s'est présenté une seule fois depuis le début de la rentrée scolaire. Au lycée de Japoma, nobody. Au lycée de Niala, on a eu un professeur de philosophie qui est venu, lui, vendredi. Les professeurs aujourd'hui se plaignent de ce qu'ils n'ont pas été consultés préalablement avant d'implémenter ce nouveau calendrier scolaire. Et aujourd'hui, les personnes qui en font les frais, ce sont simplement ces élèves-là qui sont exposés pendant la nuit à tout. À tout, Madame Nalova Yonga, la ministre des Enseignements secondaires. Oui, madame, il y a un sérieux problème. Comment est-ce qu'on va faire pour terminer les cours? Parce que si on part du postulat selon lequel les cours commencent à 7h30 et s'achèvent à 12h30 sensiblement, ça fait qu'on a quoi? Sensiblement 4 heures de cours avec les pauses. Quand on avait la journée pleine, les programmes n'étaient pas achevés. Et aujourd'hui, on a divisé en deux. Comment on va faire pour terminer les programmes? Des questions en même temps qui sont importantes, mesdames et messieurs. Et nous interpellons encore le gouvernement camerounais sur la question effective de l'emploi du temps ou de la mi-temps aujourd'hui au Cameroun. Ces enfants, qu'on l'avait très bien dit, qui écument les rues de Douala, des rues des capitales du Cameroun à des heures indues, 20 heures quand même, c'est assez grave. Il y en a qui n'ont pas de moyens pour se payer des frais de locomotion pendant la nuit. Oui. Donc ils sont exposés à tout, aux agressions, aux vols, aux viols pour les filles également. Va-t-elle réagir, la ministre des Enseignements secondaires? Merci à vous, madame, messieurs. Vous connaissez les plateformes 10-12 le Zénith sur Facebook, Equinox TV. Pour vous qui nous regardez en live, vos commentaires au sujet qui seront énoncés sur ce plateau, vos appréciations aussi, les commentaires, pourquoi pas. Nous sommes avec vous. Dominique Audrey, l'histoire de ce matin, il s'agit de quoi? Il s'agit d'un problème de famille. Ce sont les deux enfants de ce couple qui se sont rapprochés de nous pour pouvoir exposer la situation qu'ils traversent au quotidien. Donc l'aîné qui a pris la parole est âgé de 24 ans et il a sa petite sœur âgée sensiblement de 20 ans. Il raconte qu'il y a quelques semaines, ses parents et les enfants, dont les 4, la famille de 4, ont été invités à une cérémonie de dot. Et tout le tralala, tout se passait bien jusqu'à ce que... Une fête. Une fête. Oui, une fête de dot. On dit une fête de dot. C'était une fête? Oui, une fête. Quand nous préparons l'émission, oui, on a eu la fête. Oui, on a eu la fête. J'ai eu peur quand on parlait de dot. Hein. Ah bon? Ouais. Non, n'ayez pas peur puisque je crois que la signification doit être particulière si on ne mentionne pas que c'était la dot. Voilà. En tout cas, Père Mambok et Charamel vont vous aussi, pourquoi pas, vont traduire. Donc, pendant cette fête, cette célébration avec les différents convives, cette cérémonie-là, on a ouvert le buffet. Et au moment d'ouvrir le buffet, le père de dire à sa famille, sa femme et ses 2 enfants, rappelez-vous, je vous ai toujours dit, les femmes et les enfants ne mangent pas certaines viandes. Entendez par là le pangolin, la tortue et le gésier. C'est ce que le garçon a mentionné dans son mail. Donc, et ils ont dit, ok papa, on a compris, puisque de toute façon, on n'a jamais consommé ça. Oui, mais sauf que la mère des enfants est allée se servir et en se servant, elle a pris un gros morceau de pangolin. Sous le regard médusé de son mari qui lui a intimé l'ordre de retourner avec ce morceau de viande au niveau du buffet.
Mais cette dernière s'est entêtée et elle s'est empiffrée de sa viande. Au moment de rentrer à la maison, la grosse dispute éclate parce que le père n'était plus bien à cause de cet affront de sa femme. Et à la maison, depuis, le climat n'était plus bien, les chamailles, les gronderies, lui dit vraiment, tu as transgressé les traditions bantoues, tu m'as méprisé, tu m'as manqué de respect, nanani, le blabla. Donc, ensuite, un jour, alors qu'il y avait une autre dispute à propos de ce sujet, il a tapé sa femme. Après avoir tapé celle-ci, elle a plié bagage et elle est allée s'installer chez sa sœur. Aujourd'hui, ses enfants disent qu'ils ne sont pas bien. Ils ne sont pas bien, ils estiment que c'est une histoire banale et que leur mère devrait rentrer à la maison parce qu'ils sont malheureux sans elle. Donc maman est partie parce que... On l'a tapé. On l'a tapé parce qu'elle a mangé pas. Non, parce qu'on l'a tapé, c'est pour ça. C'est pour ça qu'elle est partie, Michel. On l'a tapé qui le mariage. On l'a tapé qui le mariage. On l'a tapé dans façon on l'a tapé. Hein? Ça dépend de comment est-ce qu'on l'a tapé. Si tu tapes une femme au point ou de la traîner par les cheveux, peut-être traîner par la peau. Oui, tu lui donnes les coups de poing. Elle va pas rester en même temps. Alors justement, Laure Bakana, puisque vous avez la parole justement, qu'est-ce qui peut justifier que votre mari vous dise que traditionnellement, il y a des viandes qui ne doivent pas être mangées parce qu'en fait, nous on a nos us et coutumes, et vous, madame, connaissant cela, vous entêtez et vous créez un affront avec votre époux. N'est-ce pas du mépris? On ne va pas dire du mépris, peut-être la gourmandise de la part de la femme et de l'homme aussi. Parce qu'il y a beaucoup de traditions chez nous qui disaient qu'il ne faut pas manger le pangolin, une femme enceinte ne peut pas manger le serpent, les enfants, les jeunes filles ne devraient pas manger le gésier, parce que si tu consommes le gésier, tu vas être frivole quand tu seras plus jeune et autres et tout. Moi, je crois que ce sont des traditions qu'il faut, je ne sais pas si je vais dire bannir, mais... ce sont nos traditions, c'est vrai. Je vous en prie, Dominique Audal, peut-être qu'elle aurait... parce que Laure s'exprime. Parce qu'elle donne son point de vue. Si vous vous reconnaissez dans ce qu'elle dit... Mangeuse de gésier. Oui, on demandait aux jeunes filles de ne pas manger le gésier. Je crois que c'est connu dans nos familles, dans nos différentes familles. Moi particulièrement, quand ma mère faisait du poulet, le gésier était réservé à mon père. Nous, on n'avait pas droit au gésier. Ouais. Moi, une fois, ma nièce, elle a fait la bêtise de cuisiner. Et puis, pendant la cuisson, pendant que le poulet, elle a mangé le gésier. Ouais. Et quand ma mère est rentrée, ma mère a constaté qu'il n'y avait pas de gésier. Elle a fait tout un problème que voilà, la jeune fille ne devrait pas manger le gésier. Le gésier est réservé au père. Mais sauf que maintenant, le gésier, il est vendu en kilo. Le gésier se mange, il est fait en brochette. Il est vendu dans les poissonneries et puis autres et tout. Les gens mangent et puis rien ne suit. Moi, je crois que c'était la gourmandise de la part de nos parents. Oui. Peut-être qu'il y avait certaines traditions qu'il fallait aussi respecter, je ne sais pas. Je crois aussi que dans les traditions bamléké, par exemple, il y a certaines choses qu'il ne faut pas faire. Par exemple, je prends le cas des jumeaux. Oui. Bon, il y a quand les jumeaux naissent, je crois qu'on fait leur tradition avec le haricot, de l'huile rouge, avec mélangée à une certaine viande. Donc, si on a pris cette viande mélangée concoctée à ce qu'on a pour le jumeau, il ne doit pas manger. Je prends le cas je vais dire la chèvre. Ouais. Il y a des jumeaux qui ne mangent pas la chèvre. Ouais. Parce qu'on va te dire que quand il est né, il y a certains rites qu'on a eu à faire avec la chèvre et que désormais, il ne devrait pas manger la chèvre. Mais je ne sais pas si c'est appliqué aussi à la femme. Est-ce que parce que lui, il est jumeau, on a fait certains rites, est-ce que la femme qui l'épouse ne devrait pas manger aussi de la viande de la chèvre? Moi, c'est ce que je ne comprends pas. Et je pense que c'est quand même un peu égoïste. Donc, vous estimez que c'était de la gourmandise pour nos aïeux, entre autres, oui, qui ne voulaient pas que les femmes puissent avoir accès à certaines viandes, oui, je pense. Pour s'en servir tout seul. Et à côté quand même, lorsque la femme... Parce qu'en réalité, elle a tenu tête à son mari. Ceci a créé d'autres situations. Au point où celui-ci a porté la main sur son épouse, elle a choisi de quitter la maison. Est-ce la bonne solution? La solution, c'était... Pas forcément la bonne solution, parce que quitter le foyer, ce n'est pas... Parce que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Ce n'est pas en quittant son foyer, en allant retrouver autre chose, que voilà, ce sera mieux là-bas. Peut-être qu'elle est partie pour une semaine. Si elle était partie pour une semaine ou deux, on aurait compris. Mais si la femme est définitivement partie de la maison, de son foyer, ça veut dire que peut-être que c'était récurrent. Peut-être que son mari avait l'habitude de la frapper et c'est la goutte d'eau qui a débordé le vase. Est-ce qu'elle n'avait pas des intentions déjà de partir? Non, du tout. Moi, pour ma part, je ne pense pas.
Mais les enfants demandent justement qu'il faudrait que maman revienne à la maison parce qu'ils sont malheureux. Mais les Est-ce qu'il y a une mamans- chance, est-ce qu'il y a une chance qu'elle revienne à la maison C'est facilement? possible pour les enfants parce que les femmes ont l'habitude de rentrer par amour pour leurs enfants. Mais maintenant, si toi tu es très mal dans ton foyer, tu vis mal ton foyer, tu vas pas mourir parce que tu as fait des enfants aussi, Michel. Ben, je veux comprendre, Dominique Audrey, sur la question. Lorsque votre mari vous dit, Madame, respectez nos us et coutumes, qu'est-ce qui peut expliquer qu'une femme se mette en marge, j'ai envie de dire, d'une injonction de son époux? J'aime pas le mot injonction. J'aime pas ça. Il faut pas dire injonction. Ce n'est pas votre subalterne. Ce n'est pas votre employé. Vous ne pouvez pas parler à l'enfant de quelqu'un comme si c'était votre marchepied. On veut pas Votre c'est votre mari femme. vous C'est votre donne femme, une là. injonction. Oui, votre mari vous donne une injonction Vous ne parce trouvez qu'il pas que vous a c'est épousé. péjoratif de dire Il vous a injonction? épousé, on vous Quand- a doté Si vous m'avez et on vous donne une épousé, injonction pour que on les choses de- se passent bien. On devient complémentaire, Michel. Oui, ça aussi c'est vrai. Donc, ne dites pas, quand vous dites injonction, ça prête à confusion, ça incite même à la rébellion un peu. Oui. Ouais. Bon, maintenant, moi je suis d'accord avec Laure. Hein. À un moment, oui, le mari a toujours dit ne pas manger, ne mangeons pas, ne mange pas, ne mange pas. Mais certainement dans son entourage, il y a des gens qui en consomment, qui la consomment, mais ça ne fait rien. Et elle s'est dit pourquoi ne pas essayer aujourd'hui? Qu'est-ce que ça va me faire? Bon, moi en grandissant, on me disait plutôt que les femmes d'un certain âge peuvent manger, mais les plus jeunes, non. N'en peuvent pas. Ouais. Voilà, parce que elle a déjà fini d'accoucher, donc elle peut consommer ce qu'elle veut. Elle est déjà au seuil Du départ. elle est partante déjà, oui. En grandissant, ma grand-mère dit que leurs parents, quand ils faisaient le poulet, on leur disait que les enfants n'avaient droit qu'aux pattes de poulet. Parce que les autres morceaux, vous voyez comment la mesquinerie. C'était méchant de faire ça, de dire ça. Ouais. Parce que justement, il n'y avait rien, on voulait simplement garder les bonnes parties. Pour les aînés, non, ce mari a été un peu excessif. Un peu excessif. À un moment, on a envie de briser un peu les codes. Le seul reproche qu'on peut faire, que moi je peux faire aux femmes, c'est de vouloir de défier vos maris en public. C'est ça le problème, parce que son mari aurait pu laisser s'ils étaient deux. Mais maintenant, le fait qu'elle le fasse au milieu de l'assistance, au milieu de l'assemblée, l'ego de son mari a été un peu touché. Conséquence, il est obligé de faire genre, oh c'est moi l'homme ici, c'est moi l'homme ici. S'ils étaient simplement deux, ça devait passer. Donc aux femmes, vraiment, oui, vous avez des revendications, mais parfois la mettre en veilleuse lorsque vous êtes en public, parce que les hommes ne supportent pas le manque de respect en public. Si vous êtes deux, vous pouvez même lui donner toutes les baffles que vous voulez, vous pouvez lui faire tout ce que vous voulez, il supportera parce que vous êtes les deux témoins. Bon, oui, elle peut. Vous semblez vouloir nous dire que l'homme est le sexe faible dans Non. un couple. La femme est le sexe faible. Nous vous écoutons. Donc, à côté de ça, retournez à vous avez dit que ces enfants ont besoin d'aide. Bon, l'aîné a 24 ans déjà. Ils ne sont plus bébés. S'ils veulent effectivement que leur mère rentre, que leur père aille s'excuser. Ah bon? Et qu'il aille prendre sa femme. Parce que quand on est adulte, il y a une façon de régler les problèmes. En parlant. Même pas quand on est adulte. La seule façon de régler un problème, c'est de parler. Une personne peut chercher la guerre, mais il faut être deux pour avoir la paix. Donc, s'il veut avoir la paix, qu'il fasse profil bas parce qu'il a tapé sa femme. Mais Elle a est-ce que c'est simplement c'est la bonne mangé. attitude? Elle a simplement Plier bagage et mangé. partir. Parce que monsieur vous a porté la main. À un dessus. moment, pour les personnes qui ont déjà été en couple, parfois, pourquoi vous vous moquez? Pour les personnes qui ont déjà été en couple, on sait tous qu'à un moment, vraiment, on étouffe et on a besoin d'espace. Et c'est encore, le désir est encore plus grand lorsque vous avez en face de vous quelqu'un qui ne comprend pas et qui par-dessus le marché vous brutalise. La dernière personne que vous avez envie de voir, la dernière chose que vous avez envie d'entendre venant de donc c'est cette personne-là, vous ne voulez pas la voir. Conséquence, vous cherchez un endroit pour vous retirer. Très bien. Mais la conséquence quand on se retire, c'est qu'il y a parfois une troisième personne qui entre. Donc il faut être vraiment posé pour ne pas se retrouver en train de commettre des infidélités. Donc, une troisième personne peut entrer. Peut entrer lorsque l'un des conjoints, l'un des partenaires. Mais il faut rappeler sort quand même que de c'est elle la qui choisit de maison. partir.
Elle allait se choisit de réfugier. partir. Elle allait se réfugier. Elle n'a pas de choix. Un homme qui tape sa femme, vraiment, c'est un homme Oui, on faible. n'est pas d'accord pour la violence. Mais vous ne l'avez pas Mais dit, on a des Michel. enfants. Non, si, je le dis, on condamne la violence portée sur les femmes. Maintenant, il y a quand même que vous avez des enfants. Oui. Elle peut, étant donné que la femme a un pouvoir particulier au sein de son couple, ramener son mari à de bonnes À ne raisons. plus la taper. Effectivement. Bon, il faut qu'il elle a, comprenne elle a aussi. toutes les capacités. Donc, est-ce qu'à un moment donné, elle-même ne s'est pas rendue compte qu'elle s'est laissée aller parce que la femme a toutes les capacités, a fait changer son foyer, c'est ce qu'on a dit. fait changer son mari et a fait changer ceux qui sont proches d'elle. En tout cas, Charles même battu, on a quand même deux problèmes ce matin. Entre autres, la question bien sûr des viandes à ne pas manger, du moins ce qui ne devrait pas être mangé par les femmes. Est-ce qu'on parlerait ici de l'égocentrisme alimentaire de nos ancêtres qui aboutit aujourd'hui à ce qu'on appellerait nos us et coutumes? Monsieur Michel Ngachu, trouvez aussi l'égocentrisme chez les catholiques qui interdisent la viande du cheval et chez les musulmans qui interdisent la viande du porc. Non, le problème Non, est je la vous religion parlais ce matin. d'égocentrisme. Je vous suis avec le premier précepte religieux qui interdisent, l'église catholique a toute une panoplie de viande qu'elle interdit. Est-ce que c'est nos C'était ancêtres? dans l'Ancien Testament. Charles Ah, Amem d'accord. Charles Amem Battu. Je vous suis. Nous ne monsieur portons Michel. pas, nos jugements sur les valeurs des églises. Mais aujourd'hui. vous parlez d'interdiction. Nous parlons justement de l'attitude justement de nos ancêtres. Monsieur- Est-ce que ce n'était pas l'égocentrisme Monsieur alimentaire? Michel Ngachou, Hein? cette femme a péché. C'est nous. En mangeant de la viande. Cette femme... Ah, je vous vois rire, j'ai mal. J'ai mal, monsieur Michel Ngachou. J'en ris parce qu'en fait, vous estimez qu'elle a péché. Elle a péché. Elle n'a fait que manger. Elle a manqué de respect à son mari. Ouais. Elle a violé le règlement intérieur de son foyer. Elle a blasphémé la tradition, monsieur Michel Ngachou. Et en fin de compte, elle a humilié son mari. Elle a rabaissé son mari. Pourquoi? Monsieur Michel Ngachou, vous avez déjà assisté à l'initiation au Kunga. Lorsqu'on initie un enfant au Kunga, devant toute l'assistance, on déchire un poulet vivant au niveau de la poitrine. On n'a pas besoin. D'abord, on coupe la tête, on arrache la tête, on ouvre le cœur, monsieur, on prélève le cœur qu'on fait avaler à l'initié. Permettez-moi, je vous présente. Il y a des parties qu'on accompagne avec la préparation d'un repas. Et le gésier fait partie de la substantifique moelle qui accompagne bon nombre d'initiations chez l'homme bamileke. Raison pour laquelle, parce que la tête qu'on prélève en termes de crâne pour aller garder est la partie la plus sacrée du corps, on a décidé chez certains animaux de prélever certaines parties qui feront partie de la zone sacrée. Ça, le gésier, le cœur de la poule est sacré. Il était strictement interdit de donner des pâtes de poule aux filles. Parce que les pâtes de fou, quand une fille mange les pâtes, elle va trimballer ses fesses partout. C'était là. La poule piqueur partout. On dit tu donnes les pâtes à une fille. Oh, ses fesses. Dans tout le village, on va la voir. Elle ne mangeait pas les fesses. Je parle trivialement pour que vous compreniez un peu. Vous avez déjà vu quelqu'un manger la panthère? C'est strictement interdit la consommation de la panthère jusqu'en Afrique de l'Est. Le guépard, vous avez vu que beaucoup de chefs d'État ont adopté, notamment M. Mobutu. Ils ont adapté, ils incarné. Posez-vous la question de savoir pourquoi toutes les équipes nationales africaines portent le nom des animaux. Mais ce n'est pas nouveau. Quand je suis des gens qui disent que laissez-nous ça, on bouffe les gésiers, mais mangez. Ce gésier va faire ce qu'il va faire dans votre corps, M. Michel Ngachou. Lorsque vous partez... Ne faites pas peur Camerounais qui aujourd'hui... Monsieur Michel Ngachou, hein? On a banalisé occidentalement le gésier, mais traditionnellement, on n'a pas banalisé. Je rentre chez moi, l'une de mes épouses prépare le poulet, je ne vois pas le gésier, personne ne dort dans cette maison. C'est une offense qu'on a fait à ma personne. Vous allez en Côte d'Ivoire, vous allez voir qu'en Côte d'Ivoire, on ne mange pas la gazelle. Les femmes ne mangent pas la gazelle. Elles ne mangent pas le buffle. Elles ne consomment pas le chimpanzé, monsieur Michel Ngachou. Oui. Chez les Nyabwa. Chez les Nyabwa, au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est strictement interdit. Ici, c'est le rat palmiste.
Le rat palmiste, vous mangez un enfant ou une femme enceinte consomme le rat palmiste, ça détruit l'enfant dans le ventre. L'enfant se retrouve à avoir des situations dans le ventre, monsieur Michel Gacho. L'écureuil, les filles ne mangent pas l'écureuil. Une mère qui mange l'écureuil, sa descendance aura l'épilepsie. Mais vous parlez de quoi? C'est des choses que nous vivons. C'est des choses qui se vivent. C'est des choses que nous touchons du doigt tous les jours dans les traditions. La tortue est un animal sacré comme la vache en Inde. Vous voyez les vaches se baladent, on ne touche pas la vache. C'est un animal sacré. Pareil pour les singes, une espèce de catégorie de singes. Ils estiment là-bas en Inde que c'est venu. Il y a des initiés qui peuvent se permettre, pour des rituels précis, la consommation de ces animaux. Oui. Chez les bêtis, le garçon ne mange pas le serpent, la vipère, n'importe comment. Pour qu'il mange, il va s'asseoir à même le sol le jour que son père va estimer qu'il atteint l'âge. Et c'est son père qui va prélever un morceau de vipère ou de bois et qui mettra. C'est une initiation à l'enfant de comment consommer. Il fallait respecter le sacré. Parce que les gens avaient tendance à chasser n'importe comment les animaux. Il fallait respecter, réguler les temps de chasse, réguler et dire à la femme, cette partie elle est la tienne, l'autre ça nous concerne parce que nous sommes tous des initiés en tant que chef de famille. Donc cette femme a littéralement péché. Et je parie que c'est les membres de sa famille. Elle n'est pas partie de son propre chef. C'est les membres de sa famille qui lui ont dit qu'à l'heure actuelle, tu connais ton mari, il est attaché aux valeurs traditionnelles. Cette affaire que tu crois être banale ne va pas passer inaperçue. Éloigne-toi le temps qu'on trouve à concilier cela. Et je peux vous rassurer qu'elle va apporter suffisamment de gésier à son mari, pas le gésier de la route, le gésier des poulets du village. C'est une faute et vous devez le savoir, je termine là. Quand vous sortez avec votre mari, quand il vous regarde, vous connaissez le regard de colère, vous connaissez le regard de la bagarre, vous connaissez le regard de la douceur. Si elle ne connaît pas le regard de son mari... Charles Amembatou, ce matin, sacré en même temps. Allez, comment vous comprenez cette histoire, vous aussi, Africains qui nous regardez? Vous avez des plateformes pour ceux qui nous regardent sur 10-12 le Zénith, enfin sur Equinox Télévision, parce que nous sommes également sur Facebook. Si vous tapez simplement Equinox Télévision, vous vous abonnez déjà à la page et surtout vous regardez l'émission en live. Qu'est-ce que ça vous inspire ce sujet ce matin? Avez-vous au moins pris le risque au moins une fois de manger à des viandes qui sont interdites, notamment le gésier aujourd'hui, comme Charles Amembatou semble, nous donne des explications africaines précises issues des valeurs bantoues aujourd'hui. Est-ce que vous avez mangé au moins cela une fois? Est-ce qu'il y a des viandes interdites chez vous dont vous dites quand même, on peut quand même se permettre d'en consommer? Et quelles sont les réactions qui sont suivies? Parce que non, c'est quand même bon, Bengan, que très jeune, nous à Banganté, au village, on ne permettait pas que les femmes mangent le varan. Il y avait le varan, il y avait le chat-tigre, il y avait le serpent également. Jusque chez les bétés, même chez les bétés, chez les Bangolais, on ne mange pas le varan. Voilà, le varan. Mais les garçons, nous en mangeons, nous en consommons la viande, le varan, le chat-tigre. Mais quand même, autour de tout ceci, nos sœurs avaient l'impression, quand nous mangions, que nous ne voulions pas leur donner, nous ne voulions pas partager. Au-delà justement de ces réalités, qu'est-ce qu'il faudrait comprendre de fondamental avec l'histoire que nous ramènent ce matin nos frères qui souffrent du départ de leur maman parce que leur maman aurait transgressé les lois ancestrales? C'est ce que Charles Amel vous a dit tout à l'heure. Lorsque les chrétiens entrent dans leur carême, on vous dit ne mangez pas les viandes le vendredi. Ça veut dire quoi? Ils ont triché chez nous. Ça veut dire qu'il faut découvrir l'unité spirituelle et métaphysique qui fonde la science de chaque tradition. Je répète, il faut découvrir l'unité profonde spirituelle et métaphysique qui fonde la science de chaque tradition. C'est-à-dire, en termes beaucoup plus compliqués, il faut découvrir le paradigme de l'opération mentale qui conditionne la rationalité humaine. C'est trop compliqué encore pour nous. Voilà. C'est encore plus compliqué, vous savez. Voilà, ça veut dire la chose simple. Nous voulons que le gars nous commande puisse nous comprendre. Mais il le comprend. Ça veut dire que demandez, on vous dira. Le problème, c'est que quand on vous dit le Fils, le Saint-Esprit, le Père forment un, vous avez résolu ce problème quand? La Trinité. Mais là, vous voulez comprendre la spiritualité de quelqu'un d'autre, et puisque vous ne pouvez pas comprendre ça, vous dites, ah oui, c'est fait comme ça. Non,
Ici, l'Africain lit tout. Dans son manger, il ne dissocie pas la spiritualité des autres. Tout est initiation. La circoncision du jeune garçon, c'est une initiation. La fille qui commence à avoir les seins qui poussent, c'est menstrues, c'est une initiation. On l'initie. Tu deviens déjà une femme. Vous banalisez tout. Effectivement, banalisons. À ce moment-là, y compris le respect qu'une femme doit à son mari, oubliant préalablement que quand on se marie, on change de nom. On devient Madame Gachou. Pourquoi la femme accepte-t-elle de devenir Madame Gachou? Elle a commencé à y mettre son nom, Madame Gachou, épouse-t-elle. Voilà, ça commence donc à dénaturer. Et c'est cette spiritualité-là que vous ne comprenez pas. Finalement, vous arrivez à la situation où vous ne savez plus qu'il y a une différence entre quand je dis ma femme et quand je dis mon épouse. C'est vous qui apprenez le français, non? Il y a donc une différence entre les deux. Or, dans ce qu'on mange, il y a du sacré dedans. Il y a des cercles initiatiques où des animaux représentent quelque chose. Moi, par exemple, si on tue la chèvre, quelque part, j'ai des parties de la chèvre que je mange. Maintenant, comme lorsqu'on est entre les initiés, j'ai une partie que je prends, je ne touche pas les autres. Ça ne, oui, absolument. Il y a des parties, parce qu'il y a d'initiation. Mais maintenant, il y a certains rites où quand on tue un truc, on ne peut pas. En fait, on interdisait pourquoi? Parce qu'on ne vulgarise pas le sacré. Vous pouvez, ce n'est pas qu'on disait, ne mangez jamais, ce n'est pas comme ça que c'était admis. D'abord, les enfants mangeaient les cuisses de poulet. On l'appelait ça les pilons. On donne un truc à un enfant. Et le père, il a la tête, il a le gésier, il a les pattes. Ça veut dire que tout le reste du poulet appartient à l'enfant et à la maman. Vous voyez, voilà le temps. Maintenant, parce que le poulet ou le coq entre dans certains rites initiatiques, vous pouvez aller quelque part, on vous empoisonne. Voilà le sens qu'il faut donner à ces choses-là. Vous pouvez manger un gibier interdit qui participe beaucoup plus dans certains rites, dans certaines pratiques rituelles, on vit piège dedans. Voilà tout le sens. Comme dernièrement, lorsqu'il y a eu un gâchis, tout le gars, on dit, c'est un endroit qui devait être considéré d'endroit sacré. Qui était interdit à l'habitat. Mais quand vous vous dites, ah oui, n'est-ce pas les architectes, on peut faire les plans n'importe où, on peut, d'accord, construisez. En Europe même où vous parlez, au bout de 25 ans, on détruit les cimetières. Mais quand on monte les immeubles dans ces endroits, interrogez-les. Ils vont vous dire qu'ils sentent les présences dans certains appartements. Précisément, les esprits sont morts. On a enlevé les cimetières, n'est-ce pas, ils sont morts. Les morts sont morts. Mais qu'est-ce qui amène donc la présence? Quand vous venez prendre un appartement dans un endroit où il y avait un cimetière, ces gens, ils vont où? Donc, tout est spirituel en Afrique. Ce n'est pas, comme vous dites, il n'y a jamais de gourmandise, de tout. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple du poulet. Merci, mon bébé. Donc, oui, quand le papa prend le gésier, il prend la tête et les pattes. Et du coup, le reste, il laisse à ses enfants et à sa femme. Où est la gourmandise dedans? Justement, c'est une manière de dire aux enfants, il peut arriver que vous participiez à une classe initiatique demain. Il y a donc un type de comportement à voir. C'est parce que justement, dans la vie, comme dit le caméléon, je termine par là, et c'est Amadou Ampatemba qui le disait, le caméléon a ses yeux qui tournent partout. C'est pour voir tout de suite. Et donc, quand il met la patte, il accroche toujours sa queue. Parce que si la branche de titre se casse, il va s'accrocher à la queue. C'est ça l'Africain. L'Africain ne va pas, contrairement à ce qu'on vous dit, il ne va pas, il sait là où il va. Merci beaucoup, Bonbon Bengan. Merci à vous, madame, messieurs, de comprendre le sens des mots, le sens des traditions, mais surtout de respecter les us et coutumes qui sont les nôtres, parce que nous sommes fiers d'être africains. Pendant que nous y sommes, parlons de colère.
Je m'interroge ce jour sur la question de la réforme du système électoral dans ce pays. Peut-on dire, avec le code électoral en cours, peut-on faire avec le code électoral en cours? Doit-on absolument procéder à l'application concrète de ce code électoral ou doit-on absolument procéder à la réforme du système électoral dans ce pays? Plusieurs interrogations, plusieurs façons de voir la question, parce qu'à ce jour, le code électoral camerounais pose des problèmes. Certains disent on a d'habitude fait avec, on va continuer de faire avec. D'autres trouvent qu'on devrait le parfaire, ainsi de suite, ainsi va la République. Depuis sa création, ELECAM a toujours été une excroissance du bureau politique, dit-on, du comité central du parti-État, remettant ainsi fondamentalement en cause sa neutralité et son impartialité, dixit certains politiciens, certains politiques camerounais. On est passé de l'administration territoriale à ONEL 1, puis ONEL 2 et ELECAM. À chaque changement de dénomination, on est allé de mal en pire. Comment comprendre cette rapidité exercée dans le processus de promulgation de notre code électoral par le président de la République? Le code électoral a été adopté le 13 avril 2012 par l'Assemblée nationale, convoquée en session extraordinaire et rapidement promulgué par le président de la République le 19 avril 2012. Quelle rapidité dans la gestion des affaires de ce pays! Comment comprendre que depuis la promulgation de la loi numéro 2012-001 portant code électoral, les réactions restent vives et les critiques pointilleuses dans l'opinion publique, au sein des partis politiques et des organisations de la société civile camerounaise? Comment comprendre que la hiérarchie d'autorité entre le Conseil électoral et la direction générale est clairement établie au profit du Conseil supérieur qui assure en particulier la régularité, l'impartialité, l'objectivité, la transparence et la sincérité des scrutins? Comment comprendre que l'article 6 alinéa 2 crée une immunité pénale totale pour les membres d'Election Cameroun pendant l'exercice de leurs fonctions, donnant ainsi une impossibilité, mieux une impossible poursuite devant les juridictions compétentes? Comment comprendre cet article qui ne précise pas la typologie des bénéficiaires de cette immunité? Elle précise juste que les bénéficiaires de cette immunité sont les membres de l'ELECAM. S'agit-il des membres du Conseil électoral, du directeur général et de son adjoint, tous deux nommés par décret présidentiel? S'agit-il des responsables des démembrements territoriaux nommés par le Conseil électoral ou les responsables des structures d'appui nommés par le directeur général, ou mieux encore, l'ensemble des autres personnels de l'ELECAM? Point d'interrogation, flou, pas possible. Comment comprendre cette poudre de perlimpinpin qu'on utilise pour démontrer l'impartialité des magistrats des tribunaux de grande instance dans leur gestion des commissions départementales de supervision? Pourquoi ne pas supprimer ces différentes commissions départementales et instaurer une biométrie intégrale qui permettra de transférer les données enregistrées sur les PV des commissions locales de vote directement dans un serveur central logé au siège de l'ELECAM pour publication des grandes tendances et pourquoi pas des résultats provisoires dans les 24 heures? La preuve, ils sont allés aux États-Unis. J'espère qu'ils reviendront avec des bonnes choses. Comment comprendre le fait que le montant de cautionnement pour les candidats aux diverses élections soit diversement structuré? Savez-vous que si le montant fixé pour l'élection présidentielle paraît acceptable, en ce qu'il pourrait être mobilisé par le parti politique ayant investi le candidat ou par ses 300 soutiens régionaux, il n'en va pas de même pour les candidats aux élections législatives, celles qui donnent en définitive à la grande majorité des Camerounais la possibilité d'exercer leur droit à l'éligibilité. Savez-vous qu'un parti politique qui veut présenter des candidats pour les 180 sièges de députés à l'Assemblée nationale devra déposer un cautionnement d'un montant
de 3 millions de francs CFA fois 180, soit 540 millions de francs CFA. À ce tarif-là, seul le parti dominant et quelques-uns de ses alliés seront en mesure de réunir une telle somme. Il faudra au Camerounais moyen environ 9 ans d'économie et de la totalité de son revenu annuel pour réunir le cautionnement de 3 millions de francs CFA. Sachant que même pour un fonctionnaire de la catégorie A2, la plus haute de l'administration, avec une ancienneté de plus de 20 ans et occupant des responsabilités élevées, il lui faudra épargner l'intégralité de son salaire pendant au moins 1 an pour rassembler cette somme. Il y a lieu donc de dire que cette disposition est plus que déraisonnable. Il s'agit d'une sélection par l'argent qui obstrue l'exercice par tout moyen, pour tout citoyen de son droit à l'éligibilité et bafoue de la sorte un des principes cardinaux de la démocratie républicaine. Comment comprendre qu'au terme de l'article 44, alinéa 2, le président de la République peut, en vertu des articles 5 et 6 de la Constitution, mettre fin, selon le cas, aux fonctions du président, du vice-président et des membres du Conseil électoral, ainsi que du directeur général et du directeur général adjoint des élections. N'y a-t-il pas cependant crainte qu'en matière électorale, le président use de cette compétence pour changer des responsables de l'ECAM qui afficheraient une trop grande indépendance à son égard? Point d'interrogation. Parcourez l'article 52 alinéa 8 pour comprendre qu'il paraît être en porte-à-faux avec les paragraphes 4, 5, 6 et 9 du même article. Comment comprendre cette surreprésentation inexplicable de l'administration au sein des commissions prévues aux articles 64 et 66? Quelle est l'utilité du maintien de la Commission nationale de recensement général des votes dans la mesure où elle s'occupe des tâches purement matérielles de décompte général des votes et de redressement des erreurs matérielles éventuelles? Point d'interrogation. Quelle est son utilité si elle fait un travail que refera le Conseil constitutionnel qui n'est nullement lié par le procès verbal dressé par la Commission de toutes ces opérations? Autant et autant de choses qui nous amènent à nous interroger si véritablement il ne paraît pas nécessaire, absolument nécessaire, de procéder à la réforme complète ou à la perfection du code électoral dans ce pays. Colère exprimée ce matin dans le cadre de 10-12 le Zénith. Colère également exprimée aussi par certains membres des partis politiques au Cameroun qui revendiquent à corps et à cri depuis des années justement la refonte ou la réforme du code électoral. D'aucuns vont même plus loin. Bonbon Bengan, il parle de la révision consensuelle du système électoral aujourd'hui. Question, peut-on et doit-on faire confiance à l'ECAM? Non. On ne doit pas faire confiance à l'ECAM. On ne peut même pas faire confiance à l'ECAM. Vous dites code électoral consensuel. Pourquoi on parle de consensus? Justement, on parle de consensus parce que, contrairement aux pays sérieux, la loi au Cameroun ne régule pas les rapports sociaux. Or, la loi doit réguler les rapports sociaux. C'est-à-dire que la loi est impersonnelle. Ici, on parle de l'ECAM, mais l'ECAM n'est pas la commission qui organise les élections au Cameroun, c'est faux. Et l'ECAM, son travail se limite au centre de vote, là où vous appelez le bureau de vote. Sorti de là, on a donc fait un rafistolage pour que les procès-verbaux puissent subir des modifications éventuelles en dehors de l'ECAM. Voilà comment ça se fait. Donc, chacun, et l'ECAM est invité à partir de la commission mixte départementale jusqu'en haut, comme tout le monde. D'abord, à partir de la commission mixte départementale, c'est le président du tribunal de grande instance du département qui tient les règles. Lui n'est pas membre de l'ECAM. Pas prêter serment. Et même quand on vient à l'ECAM, les membres du conseil qui prêtent serment n'ont rien à voir avec les opérations des élections. Donc, en principe, les gens qui devraient prêter serment, c'est le directeur et son adjoint. C'est eux qui ont la charge des opérations. Mais eux ne prêtent pas serment. Mais Charles, même Mathieu tout à l'heure, sa colère a évoqué un article là où il y aurait quelques-uns qui ne peuvent pas être poursuivis par la justice. Je peux me tromper, mais finalement, si on ne peut pas poursuivre des personnes impliquées dans l'organisation d'une élection ou des élections au Cameroun de façon crédible... L'article 6 alinéa 2. Qui dit, vous nous rappelez? Une immunité pénale totale pour les membres d'Election Cameroun pendant l'exercice de leurs fonctions. Voilà. Alors, quel que soit ce qui se passe, est-ce que ce n'est pas la preuve qu'on a tellement encadré l'ECAM
pour qu'une fois, même s'il y a des manquements, on ne peut pas vous poursuivre, même si vous êtes impliqué dans une éventuelle fraude. Bon, oui, mais absolument, absolument. Mais c'était justement pour préserver l'élection du président de la République en fonction et ses camarades pour des élections qui concernent, j'allais dire la base, les élections de proximité. D'abord, il y a une disposition, je pense, c'est l'article 119, qui dit que le président de la République ne doit pas assumer une fonction professionnelle ou truc élective. L'actuel président de la République, il est président du RDPC. Il ne devrait pas. Il devrait démissionner du président. Et l'ECAM, si c'était vraiment une loi impersonnelle, on devait invalider sa candidature. C'est simple, on devait invalider sa candidature. Tout simplement. Et l'ECAM se limite au niveau des bureaux de vote. Le reste, peut-être à la commission communale, peut-être. Parce que même à la commission communale, c'est juste pour dire que, d'abord, là, il n'y a aucune opération. Pour dire, bon, l'arrondissement de Douala premier à 800 bureaux de vote. Est-ce que tous les patients là, on fait, c'est tout. Il n'y a rien apprécié à la... En tout cas, on en reparle dans un instant, mesdames et messieurs. Merci de rester des nôtres. Et vous le savez, chez nous aussi, quelquefois des pauses. Bon retour à vous, mesdames et messieurs, merci de rester les nôtres. 10-12, le Zénith se poursuit encore et vous êtes comme chaque matin très nombreux à nous regarder et à nous faire confiance. Nous voulons bien évidemment ce matin vous le dire que c'est également un moment important pour la nation camerounaise et l'armée camerounaise qui se déploie dans les zones en crise aujourd'hui pour le conflit armé qui est en train de se tenir de ce côté-là. Et on l'a bien vu, le ministre de la Défense, vous voulez, le ministre délégué à la présidence chargée de la Défense, monsieur Joseph Betty-Assommo, qui était dans cette partie du Cameroun d'hier et qui en ce moment est à Douala et qui devrait, dans les minutes qui suivent, donner un point de presse ici même dans le littoral. Il est important de dire exactement aux Camerounais quelle est la situation qui prévaut de ce côté et les accusations qui sont portées bien sûr sur l'armée camerounaise aujourd'hui. Mais on va quand même le dire qu'on a pu filtrer hier une assertion du ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense qui faisait savoir qu'ici on a arrêté, on a mis la main sur quelques assaillants à la suite du massacre de Kumba. Mais 3 sur 9. 3 sur 9. Donc maintenant, pourquoi la question est censée, c'est pourquoi commencer à en parler maintenant sans avoir restitué le rapport d'enquête? Il faut qu'il y ait un rapport d'enquête qui puisse justement crédibiliser tout ce qui vient de l'État du Cameroun et tout ce qui est dit. Quand on sait effectivement que Ngarbout a eu un rapport d'enquête et c'est à l'issue justement de ce rapport que les choses se sont dites. Pourquoi rapidement aller et dire aux Camerounais on a mis la main sur X ou sur Y? On attend bien sûr le rapport d'enquête, monsieur le ministre de la Défense. Allez, poursuivons ce matin avec cette question portée sur Elecam et sa crédibilité effectivement. Charles Amembatou nous en faisait d'ailleurs l'écho à un moment avec la colère exprimée ce matin. Et Mbombo Mbengan semblait à travers des dispositions nous montrer également cette collision, si vous voulez, incestueuse entre le parti au pouvoir et Elecam aujourd'hui. Mbombo, juste pour chuter, vous le disiez à l'instant, qu'il faut donc se méfier d'Elecam. Oui, tout à fait. Et il le dit des choses. Charles Amel fait état de ce qu'ils ont été invités aux États-Unis. C'était pour faire quoi? Nous n'avons pas le même système électoral. Bon, peut-être pour les élections mineures comme les sénatoriales et, comment vous appelez, les régionales qu'on est en train de valider, où il y aura les collèges électoraux. Mais là-bas, le système de grands électeurs et tout, bon, je ne sais pas à quoi ça nous servirait. Autre chose, si c'est pour consolider les institutions de la République, il faudrait donc que ce soit un organe qui puisse décider, c'est-à-dire voir la Constitution et regarder la loi qui régit leur fonctionnement et de disqualifier le président de la République. Paul Biya n'aurait pas dû être candidat en 2018, on aurait dû le disqualifier. Mais parce qu'il a prêté serment. Parce que c'est ça Si vous observez, d'abord, on modifie la Constitution en 2008, il n'y avait pas de congrès. C'est vrai, on va dire que le Sénat n'existait pas et l'Assemblée nationale pouvait jouer le rôle de Sénat, certes. Mais à ce moment-là, on dit que l'Assemblée nationale s'est réunie en congrès.
comme la Cour suprême, quand il proclamait les résultats, il disait, nous, Cour suprême, nous siégeons en lieu et place de Conseil constitutionnel. Donc, étant entendu que l'Assemblée nationale n'a pas dit ça, et on a modifié la Constitution comme si c'était une session ordinaire, ça disqualifie le président de la République. Autre chose, il avait prêté serment pour appliquer la Constitution qui avait cette mandat. Pourquoi le disqualifier? Troisième chose, l'article 119, qui est également la même chose que l'alinéa 4 de l'article 7 de la Constitution. Regardez le comportement du secrétaire général du comité central de l'RPC. Il est logé chaque fois, lors des cérémonies officielles, dans le carré des ministres d'État. Il fait quoi là-bas? Donc, ça veut dire que ça montre clairement que le président de la République actuelle joue un rôle de public dans une association. Donc, il ne devrait pas être candidat. Est-ce que Elekam a donc la possibilité? Non. C'est pour ça qu'on a limité son action simplement au niveau des bureaux de vote. Plus en haut, il n'existe plus. Il n'existe plus. Donc, en fait, comme vous dites, puisque le consensus se vaut au Cameroun, et j'adhère à votre orientation, il faut qu'on parvienne à un code électoral consensuel, puisqu'on n'est pas à mesure de faire des lois impersonnelles. Aujourd'hui, on a même suivi on a commencé à donner des hypothèses. Si le président élu meurt avant que les grands électeurs ne votent, on fait comment? La loi américaine a tout prévu. Si après le vote des grands électeurs, il meurt avant la prestation de serment, qu'est-ce qui va se passer? Tout est prévu. Vous avez même entendu que Donald Trump, lui, il revendique la victoire alors qu'il y a un président élu qui est en fonction. C'est lui qui aurait pu truquer. Mais puisque là-bas, la loi est impersonnelle. Très bien. Donc, il peut même introduire une requête, on dit irrécevable. Vous pouvez imaginer ça chez nous? Alors, merci beaucoup, Mbombo, pour cette précision ce matin, mesdames et messieurs. On va justement le dire. Est-ce qu'on peut faire confiance à l'ECAM? Quel est le regard que les Camerounais portent aujourd'hui sur l'ECAM? Dominique Audrey, vous avez entendu Charlamel comme s'exprimer sur la question et exprimer une colère vis-à-vis de l'organisation des élections au Cameroun et les dispositions qui encadrent, on va dire, les membres de l'ECAM aujourd'hui. Mais cette disposition-là qui a été évoquée ici, article 6 alinéa 2. Article 6 alinéa 2 me semble être assez problématique quand même parce que quelles que soient les fraudes qui peuvent émailler de l'ECAM, impunité totale. Impunité totale. On ne peut pas poursuivre ceux et celles qui sont impliqués justement dans ces fraudes parce qu'ils sont protégés par une disposition légale. Est-ce qu'on ne va pas dire que c'est une machine tellement bien pensée, bien huilée pour servir des uns et prendre toujours le peuple en otage? Selon vous, à qui on doit s'en prendre? Au peuple camerounais. Aux représentants du peuple camerounais? Non, au peuple camerounais en lui-même. Parce que le peuple, aux élus. Les élus sont complices. Ils ont porté le projet. Non, les élus sont complices. Ils sont complices parce que chacun tente à sa façon de conserver son petit strapontin. Mais maintenant, le peuple camerounais, puisque nous sommes là pour leur rappeler qu'il y a cette disposition, qu'est-ce qu'il doit faire pour justement arracher sa liberté et s'exprimer en tant que peuple camerounais? Commencez d'abord par bien choisir les personnes qui sont censées être porteurs de votre voix. Les personnes qui sont censées vous représenter. Parce qu'on est parti de cette proposition, je crois, en avril, on était au même mois d'avril 2012, et par le plus grand des hasards, 7 jours plus tard, cette loi a été promulguée. À quel moment on l'a étudiée? Pourquoi il n'y a pas eu... C'est vrai, non? 12 avril 2012, 19 avril, on a adopté, le Parlement a adopté le 12 avril 2012 et le 19 avril 2012, le chef de l'État. Voilà. 7 jours. Donc on va dire qu'entre l'adoption et la promulgation, c'était tellement bien pensé qu'il fallait vite faire pour que le Camerounais soit coincé et ne jamais revendiquer à quoi que ce soit. Donc à ce niveau-là, on est obligé, contraint de s'en prendre à nos élus parce qu'ils l'ont validé. Et peut-être ça remet encore en question le temps d'étude des projets à eux soumis. Non, le SDF avait manifesté. Il faut quand même reconnaître que le SDF, dès la promulgation, Jean-Michel Nithieu, ils sont descendus dans la rue. Ils ont manifesté, mais où étaient-ils pendant
Il avait protesté. Oui, Ils ont pendant la protesté. session. pendant la session. Oui, il avait protesté. Ils ont protesté, mais justement, l'écho n'était pas tellement favorable au point où on s'est foutu du SDF, c'est ça? Oui. Le SDF a manifesté son mécontentement. Le Manidem également, ils ont même demandé une manifestation en conviant les hommes de médias et d'autres personnes, mais l'autorité préfectorale de cette époque-là, je crois M. Ekwam C'était le 16 avril 2012. avait refusé, avait même carrément interdit cette manifestation parce que c'était leur manière à eux de dire non, ils n'étaient pas d'accord avec cette façon de procéder-là. Donc aujourd'hui, on est d'accord qu'il faut un consensus. Et même Monseigneur Cléda, à la veille des élections de 2018, l'a rappelé encore. Si on n'est pas tous d'accord sur les méthodes employées, sur les normes pour pouvoir désigner un président, c'est qu'il y a un problème. La Commission nationale des droits de l'homme et des libertés également se sont exprimés. Mais le SDF a quand même des combats qui ont porté. Vous vous rappelez avec le combat des urnes transparentes, Mbombok m'a raconté l'histoire tout à l'heure en off, qu'ils ont défilé avec ces urnes-là sur la tête et après on l'a adopté. Il y a également la question de la biométrie qui malheureusement aujourd'hui n'est pas encore effective. Juste à côté, on a le MRC qui est favorable au bulletin unique. Si on essaye même d'étudier ces propositions-là, le bulletin unique fait faire des économies. Parce que si on doit prendre juste un bulletin et jeter la multitude des 10 autres, vraiment c'est une perte. Grosse perte. Voilà. On pourrait partir sur le postulat que les bulletins des élections seraient un format A4 en couleur avec les têtes des personnes qu'on voudrait avoir et avec une case sur lesquelles cocher. La question de l'âge du vote également est problématique parce que si à 18 ans on ne peut pas voter, mais à 18 ans on peut aller sur un champ de guerre, également c'est un autre problème. Et le MRC et plein d'autres partis également sont pour que le vote puisse se faire à 18 ans et que ce soit même obligatoire. Elle est quand même allée aux États-Unis et aux États-Unis c'est à partir de 18 ans qu'on commence à voter. Mais ce code électoral qui se veut, c'est-à-dire révision consensuelle de ce code électoral, devrait se faire. Est-ce que ça devrait se faire uniquement par les partis politiques? Que non. C'est toute la République qui devrait s'asseoir et y réfléchir. Ça doit être ouvert. On doit avoir des personnes qui vont porter la voix puisqu'on ne va pas auditer tous les Camerounais. On doit partir de petites réunions, de petites concertations et après on aura des personnes qui pourront porter nos voix. Mais qu'est-ce qui vous garantirait que même si on parle des petites concertations, des petites rencontres, il n'y a pas déjà un code électoral pensé, comme ça a été le cas le grand dialogue national, on vous a dit, faites un grand dialogue national, on a vu les gouverneurs se concerter, etc., un peu de partout, mais le projet était déjà pensé et il fallait simplement l'acter. Vous ne pensez pas que c'est toujours des entourloupes qu'il faudrait, justement, dont il faudrait se méfier? Comment on peut faire? Comment on peut donc faire? Il n'y a que le peuple aujourd'hui qui a la possibilité de lever la voix et de dire non. De dire par exemple au MRC, ils disent là-bas qu'ils voudraient que le mandat présidentiel soit réduit à 5 ans renouvelable une fois. Qu'on puisse avoir un vice-président, un colistier, qui soit un anglophone, soit le président anglophone, soit francophone. Donc on doit avoir à la tête du pays les deux institutions, les deux partis représentés. Donc comme dans d'autres partis également. Bon, maintenant, la question de la crédibilité des partis politiques ou bien des représentants, des élus se pose. Comment donc on va faire pour se départir de ceux qui, d'une certaine façon, ont trompé, ont déchu les personnes qui leur ont donné le pouvoir? Là encore, c'est une masse à faire. Alors, Laure Bakanda, quand même, il faut qu'on s'entende. Aujourd'hui, est-ce que vous avez au moins une idée, vous appréciez quand même, vous aussi en tant que Camerounaise, en tant que citoyenne, l'action menée aujourd'hui par l'ECAM? Quel regard vous y jetez-vous? Moi, si je me fie seulement à ce qui se passe sur les débats télévisés entre les différents partis politiques, on va voir que l'ECAM a eu beaucoup de manquements, donc il n'y a pas eu d'avancée. Il y a d'autres partis politiques qui pensent que l'ECAM a eu des avancées à partir de 2012 jusqu'à 2020, donc 8 ans après, qu'il y a eu certaines avancées, mais d'autres partis politiques stipulent que ce n'est pas le cas et qu'il y a eu beaucoup de légèreté de leur part, ils n'ont pas étendu leurs tentacules et qu'il y a eu beaucoup de faiblesses
qui sont restés impunis. Donc on devrait quelque part revoir ou alors réviser le code électoral camerounais pour que les Camerounais soient fiers de leur choix. Et je pense que le peuple camerounais devrait aussi participer à sa manière à mettre la main sur la pâte pour pouvoir faire avancer les choses. Alors, est-ce que ce peuple lui-même aujourd'hui, parce que c'est l'une des interrogations qui nous anime, est-ce que ce peuple camerounais lui-même est conscient aujourd'hui qu'il devrait prendre à bras le corps, le savoir, aller chercher, disposition par disposition, article par article dans le code électoral? Parce que, est-ce que vous en connaissez, vous? Non, je dis n'importe quoi. Non, soyons honnêtes. Moi, je reconnais que je ne connais pas toutes les dispositions du code électoral. Alors, maintenant, est-ce que c'est pas parce qu'à un moment donné, il y a de l'inculture que le régime en place, que les gouvernants se servent de ça pour pouvoir asseoir leur autorité sur le peuple aujourd'hui? Justement, on devrait revoir l'éducation, on devrait impliquer ça dans l'éducation des plus petits. Donc, on devrait commencer à inculquer ça dès le primaire ou alors dès l'école primaire pour que les enfants s'acquièrent de la chose. Parce que je crois que c'est parce que pour lire vraiment son code électoral, il faudrait qu'on arrive à l'université et autres et tout pour pouvoir prendre connaissance de la chose. Or, si c'était inclus dans le système éducatif des plus petits, je crois qu'en grandissant, ils auront quand même une certaine idée de la chose. Ils ne se tromperaient pas sur leur choix. Ça peut être dangereux pour le régime aussi, à un moment non, donné. Pas vraiment. Vous serez tellement intelligent, vous comprendrez très vite les choses, vous nous empêcherez justement de nous exercer comme cela se doit aussi. Ça peut faire peur, non? Un peu. Ça peut faire peur justement au régime. Ça fait peur quand on a des choses à se reprocher. Voilà. Ah ben. Oui, mais quand on a des choses à se reprocher. Donc, on n'enseignera pas justement ces valeurs. Il y a ce qu'on appelle. Bon, nous, on n'a pas fait trop l'école. Mais quand on se fie à ce que vous dites, quelle différence y a-t-il entre éducation civique, éducation à la citoyenneté et instruction civique? Donc, voilà, il y a également des coups de morale. Non, Dominique Audrey a dit quelque chose d'intéressant. Ici, la majorité électorale est de 20 ans. Mais on peut vous recruter à l'armée à 18 ans. C'est-à-dire qu'on accepte qu'à 18 ans, la jeune fille, le jeune garçon peut défendre sa nation au prix de sa vie. Mais il lui est interdit de choisir les dirigeants de son pays. C'est une incongruité grave. C'est très grave. Autre chose, il a parlé de biométrie. Est-ce qu'Eleka maîtrisait bien son sujet? C'est que vous vous inscrivez. Et tu peux même ne pas avoir de cas. Mais dès lors que tu sais que tu es inscrit, tu as ton récépissé, tu peux voter. Quand tu veux voter 2 fois, le système bloque. Aux États-Unis, ça s'est vérifié. Tu veux voter, si tu votes, ça ne vient même pas, ça ne passe pas. Voilà un système crédible. Et à ce moment-là, on s'en foutrait même si c'est l'ECAM ou si c'est l'administration elle-même. Là, ça veut dire qu'on veut consolider les institutions de la République. Et là, tout le monde gagnerait, y compris le président qui chercherait maintenant à avoir une légitimité pour pouvoir gouverner. Charles Amen Bachou, peut-être pour en sortir véritablement, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Qu'est-ce que le peuple peut faire aujourd'hui pour revendiquer, permettez-moi, pour revendiquer un organisme qui organise de façon crédible les élections au Cameroun aujourd'hui, au regard de ce que représente l'ECAM aux yeux des Camerounais, qui jouiraient justement d'un manque de crédibilité. Il faudrait détruire la monarchie démocratique de ce pays. La monarchie démocratique dans ce pays. Instituée par qui? C'est tout un système, monsieur Michel Ngachou. C'est tout un système. Quand vous voyez ces lois, ces articles qui sont, bien n'est-ce pas, contenus dans le code électoral, vous vous rendez compte qu'on trouve des parades, des temps, des expressions, des virgules et des points qui nous permettent de jongler, des tournures langagières pour pouvoir, monsieur Michel Ngachou, vous donner l'impression que vous avez la chèvre et la corde. Alors que vous ne tenez qu'une seule chose, la chèvre. La corde est tenue quelque part. Dans le système monarchique démocratique, souffrez que je vous parle, c'est un important système. On s'arrange à maintenir le Manitou. On dit tu restes là, tu ne bouges pas. Maintenant, nous, on fait juste le jeu de changement de chaises, on bouge, c'est les mêmes qui reviennent, on s'arrange à travailler à ce que tu restes, nous tous, et chacun gagne son petit compte à l'intérieur. Monsieur Michel, dites-moi, quelle est l'utilité de la Commission nationale de recensement général des votes? Quelle est son utilité dans la mesure
où on ne s'occupe purement que des tâches matérielles, des comptes généraux des votes, redressement des erreurs matérielles éventuelles, tâches que refera le Conseil constitutionnel. Je vous pose la question, quel est son rôle? Peut-être c'était un pré-travail, Charles Lamène Bachou. Et qui ne sera même pas tenu en compte par le Conseil constitutionnel. Peut-être c'est une préactivité. Merci, monsieur Michel Bachou. Allez, on peut confronter cette activité à celle justement du Conseil, à celle du Conseil constitutionnel. Monsieur Michel Gachou, l'article 69 ne précise pas que les observations de chaque membre de la commission devrait être consigné au procès verbal des travaux qui devrait être pris en compte par le Conseil constitutionnel. Ça veut dire que vous finissez d'avoir fait le truc, vos observations ne comptent pas. Vous n'êtes même pas obligé de marquer, on envoie, c'est devant que tout se gère. Quel est donc votre rôle? Mon l'a dit tout à l'heure, c'est un rôle de pantouflard. C'est un rôle de pantouflard. Allez prendre la disposition de l'article 132 alinéa 2 qui prévoit la possibilité de saisine du Conseil constitutionnel par toute personne ayant qualité d'agent du gouvernement. Donc, si vous n'êtes pas agent du gouvernement, ça ne sert à rien. Alors, M. Michel Gadjou, cela permet tout simplement au gouvernement, censé être neutre dans le processus électoral, de venir indirectement ou de devenir indirectement partie prenante à l'élection. Ouais. Vous vous rappelez qu'au niveau de l'Assemblée nationale, c'est le membre du gouvernement qui vient avec les dossiers, les sujets qui vont être traités au Parlement et qui définit l'ordre de priorité. Par les parlementaires. Attendez. Donc voilà comment nous vivons dans ce pays. Allez voir l'article 118. Parcourez cet article et vous allez vous rendre compte, M. Michel Gadjou, qu'on se retrouve à souffrir. Donc je vous dirais que, en un mot, il faut véritablement qu'on revoie systématiquement le code électoral. Et je m'inscris dans cette logique parce que j'ai un peu mal. Je vous le dis du fond de mon cœur, j'ai un peu mal quand je vois aujourd'hui le silence qui entoure les différents partis politiques qui encore, au soir d'octobre 2018, portait critique sur le code électoral, parlait de la mutualisation des forces, parlait de coalition, parlait de vision, parlait de ce Cameroun. Aujourd'hui, ils sont silencieux, certainement en train de digérer des caviars, pendant que des problèmes, des sérieux problèmes sont en train de se poser dans la nation, où il faut revoir. Et je pense que quand le professeur Maurice Kamto se lève et qu'il dise « Je souhaiterais que nous revisions », que ce soit ces partis de l'opposition qui viennent en disant que il est d'abord parti au présidentiel avec il est parti, oubliant que les archives comptent. M. Michel Gadjou, c'est son texte qui hier disait il fallait revoir le code électoral. J'ai un peu l'impression, c'est pour ça que je vous dis qu'on est dans une monarchie démocratique où les gens sont ensemble, mais celui qui a les yeux au pouvoir va se rendre compte que ce code électoral n'a été taillé qu'à la mesure d'un seul parti. Merci beaucoup Charles Lamène Bachou, merci à vous mesdames et messieurs. Vos réactions sur nos différentes plateformes et au numéro qui s'affiche au bas de l'écran également, on va les prendre dans un instant et nous vous rappelons que nous sommes toujours en compagnie de la grande famille, mais surtout de ce visage qui n'est pas particulier pour vous parce que vous le connaissez, ce visage, c'est celui de Laure Bakanda qui nous retrouve ce matin et on en profite encore pour faire un clin d'œil spécial à Karine Sonsaka, mal à l'œil. Hein Karine, ça va? Allez, porte-toi bien. À très vite. Les messages de Dominique Audrey ce matin de nos téléspectateurs. On commence par Eric Robinson Dimeko qui dit que comment croire que Elekam peut être fiable alors que celui qui nomme les membres LEPR est lui candidat à sa propre succession. Elekam ne peut être que redevable à son patron. Aux États-Unis, en France, c'est pas la même chose. Pourtant, Elekam y était. Ma réaction liée à l'histoire de la femme, le message est de Marcel Equel. Pour ma part, je ne veux pas flirter sur les interdits, mais plutôt insister sur le mariage. Il est vrai que le mari a très mal fait de taper sur sa femme, mais c'est la seule chose mauvaise qu'il a fait. Mais la femme, elle a commis plusieurs graphes. Le premier est le fait que la femme ait commis plusieurs graphes. Le premier est le foyer qui met déjà en péril, c'est en train de bouger, Michel. Elle a manqué de respect. Prenez votre temps. C'est que ça vient en même temps. Ça ira, prenez votre temps. Elle a humilié son mari, ce qui place en position de péché, car elle n'a pas rempli son devoir de femme. Donc maintenant, c'est à elle de demander les excuses et de rentrer à la maison. Vous êtes d'accord avec ça, Laure Bakanda? Je crois que parce que c'est la femme, elle devrait, parce que bon, la femme est
tout le temps soumise. Donc la femme, parce que elle tient à son foyer, parfois quand une femme n'a pas tort, elle demande pardon à son époux juste pour établir la paix dans son foyer. Donc si elle le fait, c'est pas parce que vraiment elle a tort, mais c'est parce que voilà, elle veut rétablir la paix dans son foyer. Le mari peut le faire aussi, parce que le foyer c'est 2 personnes, Michel. Donc il n'y a pas que la femme qui pourrait le faire, mais si elle peut le faire, il n'y a pas de souci. Les deux aimeraient être ensemble, donc pourquoi pas pour le bien des enfants, pourquoi ne pas mettre sa fierté de côté et puis demander pardon et avancer. Non, et il y a une répartition des tâches dans le foyer. La femme a pour rôle principal d'oxygéner la maison. Elle doit même veiller à ce que son mari ne carbonise pas la maison. Je crois que c'est ce que la femme fait constamment. Non, celle-ci, c'est ce qu'elle fait. Elle avait Justement, parce que quand on commence à dire l'homme aussi, non, C'est c'est quand la femme oxygène la maison, il dit à son mari, ta bière que tu bois souvent là, les enfants commencent à grandir, je ne veux pas. Si j'ai supporté ça seul, les enfants commencent déjà à grandir. L'odeur de la boisson que tu viens ici. Tu vois, commence à dire, toi qui aimes souvent rentrer tard là, je te sais, maintenant tes enfants vont commencer à voir. Arrête-moi cette chose. Voilà comment la femme parle à son mari. Parce qu'elle oxygène la maison. À ce moment, l'homme va commencer à prendre des balles. Merci. Commençons d'abord par faire ce qu'on n'aurait pas dû oublier. Les commentaires de notre Oui. téléspectateur. Adam Smith dit que le code électoral camerounais est l'un des codes les plus aboutis du monde. Les plus aboutis. Du monde. Aboutis. Il n'a pas lu. Abruti ou abouti? Abouti. Qu'il a D'accord. C'est le clavier. Non, abouti, non. Certes, la perfection n'est pas de ce monde, notamment dans son application, mais reconnaissons que ce code n'est pas si mauvais comme on veut nous le faire croire. Ceux qui tirent sur ce code sont ceux qui n'arrivent pas à réunir une base électorale conséquente. Alors, pour justifier leur incapacité, ils accusent le code électoral. Ne dit-on pas que qui danse mal accuse son pantalon? Non. Le code électoral dit en cas de litige, c'est le procès verbal de Elekam qui fait foi. Ça veut dire la chose simple suivante. Pourquoi Elekam peut lui, ou alors elle, avoir un procès verbal qui soit différent des autres? Comment un code électoral permet les manipulations multiples? Et vous dites que c'est un code électoral abouti, cher ami. Soyons sérieux. Très bien. Dominique. Le Cameroun est le seul pays au monde qui a à sa tête plusieurs présidents qui gouvernent le Cameroun et qui ne sont pas déclarés, dits élus, du jamais vu dans le monde entier. Les gens demandent où est Paul Biya, c'est ça qui remplit comme ça. Le véritable problème, c'est d'abord l'éducation du peuple avant de penser aux urnes. Dès qu'on a biaisé l'éducation, tout est faussé à la base. Et l'ECAM est une machine bien huilée pour servir les intérêts de 3 points de suspension. Dans toute la colonie française, c'est identique. Sauf qu'en France, ils sont passés au bulletin unique, comme en Allemagne, aux États-Unis. Ils vont vers la biométrie, comme aux États-Unis. Il y a beaucoup de choses qu'on peut citer. Oui, ils sont très avancés. Même en France, il parle même de nomination. Lorsque Mitterrand arrive au pouvoir, il nomme son ami personnel, Robert Badinter, président du Conseil constitutionnel. Quand il vient le saluer, il lui dit « Merci, monsieur le président, je vous serai ingrat. » Oui, mais absolument. On dit que là, vous me mettez là. Ne comptez pas sur moi pour procéder à des manipulations. Vous estimez que l'actuel président de... Mais justement, il a été ingrat. Je vous donne un cas. Lorsque Pierre Berogovoy se donne la mort, Mitterrand assiste à ses obsèques. Il traite des journalistes de chiens parce que la presse avait traité Berogovoy d'entative de ceci, des manipulations. Voilà. Un journaliste français sort. Jean Montaldo, il écrit un livre, Lettre ouverte d'un chien à François, le président de la République, en raison de le droit d'aboyer. Il commence donc à égrener les choses que Mitterrand a faites, y compris les accidents de circulation personnelle que Mitterrand organisait. Donc il organisait des accidents de circulation et tout. Et vous savez, et son ami Robert Badinter, en fait, c'est pour là, il disait... Il n'engage pas comme ça d'enquête. Quand il engage comme ça d'enquête, il dit que non, on ne poursuit personne, c'est vous-même et tout. Vous voyez comment on est quand même un peu sérieux. Donc on peut vous nommer, mais quand vous voulez consolider les institutions de la République, vous restez focus, vous restez dans votre couloir. Le président de la République est dans le sien. Et même lorsque Eva Joly a commencé les enquêtes, Robert Badinter lui donne possibilité, il ne s'ingère pas. Très bien.
Des messages encore de Dominique Audrey? Oui, si vous voulez. Tellement, des milliers de messages, oui. Oui. Donc, Kelly Vadel Youmsier dit que Elekam a inspiré Donald Trump qui aujourd'hui demande le recomptage des voix. Je ne sais pas si c'est la moquerie ou quoi. D'aucuns pensent même que Donald Trump est très gentil. En réalité, il fallait tenir Joe Biden en résidence surveillée pour lui faire savoir que voilà, ça se passe comme ça. C'est juste pour rire, hein. C'est pas, ça n'a rien de sérieux. Même si on ne valide pas ça, on ne valide pas cette logique-là. Lorsqu'on est justement candidat à une élection présidentielle et que l'on choisit justement d'aller concourir ou encore de se faire élire, il faudrait toujours apprendre à respecter les choix des uns et des autres, mesdames et messieurs. Et pour les nombreux Camerounais qui n'arrêtent pas de nous envoyer des messages demandant où est Paul Biya, nous sommes mal placés pour vous donner des réponses à cela. Nous croyons que Paul Biya est là et qu'il est certainement dans son palais au Palais de l'Unité et qu'il nous regarde ce matin avec fierté et se demande encore, peut-être les Camerounais l'appellent, il y aurait certainement un jour à venir l'appel du peuple où il se présentera au Camerounais pour dire, vous m'avez appelé, enfin je suis là, vous m'avez cherché, je suis là. On verra ce que ça va donner dans les jours à venir. Allez, dans un instant, madame, monsieur Makara, une pause et nous allons parler avec Zulia Yap qui viendra nous parler de immigration efficace. Elle est Immigration Canada Efficace, justement, elle est communicante à ce sujet. Et avec elle, nous avons encore des infos pour vous ce matin. Bienvenue chez l'instant, vous prenez le regard de 10-12, le Zénith. Les gars, moi c'est Takam Chedjo Loïc Chanel. J'ai moi gagné ma loterie. J'ai pas joué à payer foot, j'ai pas joué à payer musée, mais j'ai gagné ma loterie. J'ai moi eu mon visa pour le Canada. Aujourd'hui c'est le 23, il est minuit. Et sommes à l'aéroport de Montréal, Justin Trudeau. On vient comme ça, me chercher avec une 4x4 des ministres là, une 4x4 des ministres. J'ai eu ma loterie comment? J'ai eu mon visa pour étudiants Canada grâce à l'agence Immigration Efficace Canada. Alors bonjour madame, bienvenue à Immigration Efficace Canada. En quoi puis-je vous aider s'il vous plaît? Étudiants. À Douala, nous sommes situés face entrée principale Kamtel Bepanda. À Yaoundé, au-dessus de la pharmacie Emia, entrée polytechnique à Melingue. À Kinshasa, notre bureau est situé dans la commune de la Gombe, au 33 boulevard du 30 juin, immeuble Sabena, deuxième niveau porte 4. Contact Kinshasa par WhatsApp 243 89 79 96 994. Douala 696 84 37 60. Yaoundé 696 60 17 69. Montréal 001 514 963 76 19. Immigration Efficace Canada, votre immigration, notre expertise. Et bien évidemment, pour en parler ce matin, Zulia Yap. Bonjour à vous et bienvenue sur Equinox Télévision. Bonjour messieurs, bonjour à tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision. Alors il s'est dit que le gouvernement canadien se prépare à envoyer un grand nombre d'immigrés dans leur pays, à renvoyer, il faut préciser, un grand nombre d'immigrés dans leur pays, faute d'emplois disponibles du fait du corona. Le rêve de nombreux Africains est donc éteint, on va le dire. Il faut dire que c'est une information complètement erronée, puisqu'il c'est là quelques jours seulement, le gouvernement canadien annonçait et fixait encore le seuil d'immigration pour l'année 2021 assez élevé. Ceci du fait de la crise du corona. Et donc la pénurie de la main-d'œuvre qui est plutôt criarde amène le gouvernement canadien à augmenter le nombre de travailleurs d'ici l'année 2021. Donc il est encore possible pour tous les candidats travailleurs qui souhaitent se rendre au Canada. Alors, venir s'inscrire dans les bureaux de l'immigration Efficace Canada, je précise. Effectivement, on a envie de savoir si votre bureau a des compétences en matière de demande d'asile de façon efficace ce matin. On veut savoir. Bien évidemment, notre consultant, monsieur Henri Simplice Thiagan, est consultant en immigration et lui, effectivement, a les compétences et surtout l'expérience nécessaire pour accompagner tout demandeur d'asile, toute personne désireuse de se rendre au Canada. Et avec vous, toujours, Zulia Yap, oui. Y a-t-il des possibilités de bourse pour les étudiants quand on sait que le corona a ralenti
toutes les économies aujourd'hui? Les bourses sont toujours possibles, il faut le préciser, bien qu'étant très difficiles dans certains domaines en ce moment. Mais il faut rappeler qu'à Immigration Efficace Canada, il y a des solutions pour tout le monde. Pour les étudiants, il n'y a pas de caution bancaire exigible ou alors obligatoire en ce moment. On leur donne la possibilité, bien sûr, de remplir certains détails. Il faudra tout simplement que notre consultant puisse prendre en charge le dossier et vous constituer un dossier en tant qu'expert dans le domaine, vous faire un dossier qui puisse être accepté par un agent d'immigration pour que vous puissiez être validé et éventuellement vous rendre au Canada. Zuleyap. Oui. Merci. Je vous en prie. Et je tiens à rappeler que toutes les personnes qui souhaitent avoir davantage d'informations peuvent non seulement contacter directement les numéros qui s'affichent au bas de l'écran. Si vous êtes au Cameroun, vous vous rendez par Douala, au niveau de Kamtel Bepanda, les bureaux sont situés là-bas. À Yaoundé également, et bien à Kinshasa aussi, vous avez la possibilité de contacter les services de l'Immigration Efficace Canada. Il faut rappeler également que si vous souhaitez être en contact direct avec le consultant, c'est possible. Il est en ce moment même au Canada et il est prêt à vous servir en tant qu'expert dans le domaine de l'immigration. Merci beaucoup à vous. Merci infiniment à Zulia Yap qui est passé par là ce matin pour nous parler de Immigration Efficace Canada. Et nous poursuivons l'émission avec vous ce matin. Et nous nous posions la question, effectivement, d'entrée de jeu, qu'est-ce qui s'est réellement passé à Bamenda avec cet enseignant dont une balle perdue l'a froidement tué dans son domicile à Bamenda. Finalement, doit-on mourir de la sorte? On s'est posé 1000 plus une question depuis l'annonce de cette mort atroce de cet enseignant. Pourquoi la ministre des Enseignements secondaires n'a-t-elle rien dit? Encore moins le délégué régional de l'enseignement secondaire dans le nord-est Cameroun ne s'est pas exprimé sur la question. Aucun syndicat des enseignants ne s'est indigné ouvertement. On n'a vu aucun enseignant, même pas un seul tweet des enseignants justement dire leur courroux quant à la mort sauvage de cet enseignant. Lorsque l'école a attaqué de la sorte, ne devrait-on pas à fond s'en indigner, mesdames et messieurs? On en parle ce matin. Vous avez entendu parler, vous aussi, Laure Bakanda, de cet enseignant tué durement et brutalement, pas une balle perdue dans sa chambre à Bamenda? Oui, malheureusement. Moi, la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce que les enseignants sont restés vraiment silencieux sur la chose? Parce que c'est un des leurs, ça aurait pu être un d'eux aussi. Quand ce genre de choses se passe, ayez quand même une petite solidarité envers votre confrère qui a été malheureusement assassiné par une balle perdue dans sa chambre à Bamenda. C'est une très mauvaise nouvelle et c'est très, très malheureux pour notre pays de voir ce genre de choses. Le syndicat des enseignants, tu l'as dit tout à l'heure, ne s'est pas prononcé, ni les enseignants eux-mêmes ne se sont pas mis en masse pour pouvoir peut-être, je ne sais pas, revendiquer la mort de leur confrère qui a été assassiné de façon très brutale. Donc c'est quand même dommage. Très bien. En tout cas, on vous a très bien compris sur la situation. Merci à vous, Laure Bakanda. Et nous nous posions encore la question, madame, messieurs, à quelques 2 mois, le Cameroun sera-t-il prêt à organiser le CHAN aujourd'hui? Quel regard les Camerounais y jettent là-dessus? Quelle appréciation faites-vous de l'organisation du CHAN au Cameroun aujourd'hui? Charles Membatou, est-ce qu'on peut dire que la grande messe du football qui doit être célébrée au Cameroun peut se faire dans les jours à venir, véritablement? Vous avez la parole. Il faut voir les indicateurs. Nous sommes encore à des bagarres primaires. Qui a la Ligue professionnelle de football du Cameroun, qui est de ce même que Monsieur Michel Ngatou, je préfère observer.
Vous observez la scène quand on sait également qu'en ce moment il y a des bagarres interminables entre la Fédération camerounaise de football et la Ligue de football professionnel du Cameroun. Qu'est-ce qui se passe véritablement entre Semengue aujourd'hui, le général Semengue, et M. Njoya de la Fédération camerounaise de football? La FIFA qui hier devrait présider une rencontre était obligée, oui, de surseoir à cette rencontre-là, dans l'espoir qu'un consensus soit rapidement vu. Mais surtout, Mbombo Mbengue n'attend pas le droit de se poser la question de savoir où est justement le bon arbitre ici. Le bon arbitre serait-il le tribunal arbitraire de sport ou bien la fédération, je veux dire le ministère des Sports et de l'éducation physique du Cameroun? Non, et surtout pas le ministère. On parlerait d'ingérence. C'est la Confédération africaine de football et la FIFA notamment. Mais vous savez, tous c'est des organisations mafieuses. Je pèse même mes mots, c'est des organisations mafieuses. Parce qu'en principe, si la Fédération internationale de football association avait voulu faire, comment vous appelez, comme ils ont appelé ça, de normaliser, avait voulu normaliser le football, mais on aurait fait deux choses. Vous parlez de la Fédération africaine ou la Fédération Non, j'ai dit, avec tous ces comités de normalisation, depuis Joseph Ona jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? C'est enlever toute l'équipe dirigeante, mettre un comité des gens qui ne sont pas là et tout. Ou alors, faire une enquête, véritablement, balayer ceux qui sont pris comme on en a fait pour Blatter. Prendre le vice-président, notamment John Bengueninde, et continuer, en l'absence de Iya Mohamed et tout, et continuer le processus jusqu'en bas, tout en vérifiant au niveau des textes. Maintenant, il est laissé, la FIFA est restée dans le combat des personnes. Maintenant, il se trouve que la Fédération camerounaise de football n'aime pas Semengue. Parce qu'ils ont des couloirs de recherche d'argent. Qui a le couloir de recherche d'argent? La fédération, le général Semengue avait ses couloirs et le couloir du général était connu. Il sait que 2 coups de fil au palais de l'unité, on lui donnait de l'argent. C'est d'ailleurs pour cette raison que le président de l'époque, M. Tombi Aroko, qui était au départ contre sa candidature, est rebuffé par la suite parce que Semengue devait gérer seulement la transition. Après, mais avec Tombi, le contact était bien. Je veux dire, ils ont rétabli des bons rapports pour que le football professionnel commence à avoir, comment je vais dire ça, quelques bases. Mais, ayant enlevé Tombi, ceux qui arrivent là veulent faire le football professionnel sans les professionnels. Vous avez un pays qui a un Roger Mila, Samuel Eto'o, Joseph Antoine Bell et tout, mais vous ne verrez aucun footballeur professionnel à la tête ce sont encore les amateurs hier qui n'arrivaient pas à payer les joueurs chaque fin de mois, qui n'arrivent même pas à faire ce qu'on appelle un plan d'exploitation ou même à transformer leur club en association, je veux dire en entreprise sportive. Ils n'arrivent pas, ou alors ils font exprès de ne pas le faire parce qu'ils sont dans les micmacs et tout. Il arrive donc aujourd'hui une situation où eux, ils sont dans un vélo, je ne citerai pas le nom ici de cette entreprise ou de ces gens, mais ils sont dans une piste du Qatar. et ça devrait rapporter beaucoup d'argent. Oui. Il ne faudrait donc pas que le général Semengue, qui lui a apporté de l'argent, il faudrait aujourd'hui qu'on en tête et on l'écarte. Donc on est dans des problèmes, j'allais dire, de bas étage, au lieu de regarder le fondement. Est-ce qu'on ne va pas dire qu'il y a un problème d'ego quand même? Parce que le général Semengue estime que son autorité est bafouée, que lui, le général, de tout son rang quand même, il fallait simplement respecter les textes. Non, au-delà des galons, au-delà des galons du général, il y a des textes que la FECAFOOT a piétinés. Les dirigeants de la FECAFOOT n'ont pas respecté les textes. Oui. C'est pour ça que M. Abdoulhamane Amadou les gagne des procès tout le temps. Et ils sont bloqués. Ils n'arrivent pas à respecter les textes eux-mêmes. Ils ont librement voté. Et ils n'arrivent pas à faire la conformité entre leurs textes et la loi qui régit les activités physiques et sportives dans le pays. Mais comme on évolue dans les tolérances administratives, bon, le gouvernement tolère. Bon, on soupçonne qu'il y a les Samounkouta qui partent. Bon,
sûrement. Mais, voilà. On le sait quand même qu'il y a quelques jours, une énième mission de la CAF était en visite au Cameroun et qui a pris sur elle de repasser dans les différents stades pour se rassurer si tout se passe bien. On a vu cette mission de la CAF là s'exprimer, mais au-delà de la CAF de Dominique Audrey, malgré les glissements, des lacanes, aujourd'hui c'est le Chan, les Camerounais attendaient peut-être beaucoup, non, des routes, des hôtels, etc. Vont-ils se dire être déçus parce qu'à 2 mois, on ne voit rien, visiblement? Ça, c'était dans un certain contexte. Vous savez qu'il y avait des stades dans plusieurs villes qui étaient censés être prêts. Maintenant, je crois qu'à Boya, il y avait un stade d'entraînement, si je ne me trompe. Oui, stade d'entraînement à Boya, stade de compétition à Limé, oui. Voilà, comment ça va se faire, étant entendu qu'il y a ce conseil là-bas. Je ne pense pas. Aujourd'hui, les Camerounais, dans la plupart du moins, ceux avec lesquels j'échange, ne sont plus trop enclins, trop portés à l'organisation de cette compétition, surtout que depuis quelques jours, il y a une rumeur qui court selon laquelle il y a un autre pays qui sera en préparation pour l'abriter. Pour cela, simplement parce qu'à notre niveau, nous ne sommes pas encore dans une certaine mesure près. Mais maintenant, comment est-ce qu'on va festoyer? Comment est-ce qu'on va célébrer le football alors qu'à côté, on a des problèmes? Comment? Bon, pour moi, on ne saurait être en joie. On ne pourra même pas être fusionnel, être content pendant que notre équipe nationale sera en train de jouer, alors qu'à côté, il peut y avoir des tirs de balles et autres. Voilà, dans un instant, des messages encore, madame, monsieur, avec vous sur ces plateaux pour peut-être mieux comprendre encore ce que nous disent les Camerounais, mais saluer peut-être les Camerounais aujourd'hui qui sur la toile n'arrêtent pas de s'exprimer sur des sujets qui font le buzz surtout, même si c'est un buzz avec les stars du Cameroun en ce moment. Sergio Polo en a payé les frais le week-end passé parce qu'on l'a vu sur Internet en train de manger le tarot avec une cuillère. Beaucoup ont crié au scandale, estimant qu'il a bafoué la logique, la fierté du peuple bamileke qui s'en est remis justement à Dieu en disant « Mais mon cher ami, tu as bafoué la réalité. » Non, dites certains bamileke parce que les bamileke, bien dans leur tête, n'ont pas de problème. Est-ce que le tarot se mange avec la cuillère, l'ombakanda? Est-ce que le riz se mange... Je pose la question à l'ombakanda. Est-ce que le riz se mange avec la cuillère? Attendez, l'ombakanda, est-ce que le tarot se mange avec la cuillère? Généralement, le tarot se mange avec les doigts. Mais maintenant, libre à chacun d'utiliser un couvert, quand même. Les traditions bamileke ne résident pas dans un couvert. Si Sergio Polo veut manger d'une cuillère avec la fourchette ou alors avec je ne sais pas trop quoi, qu'on le laisse manger, c'est libre à lui. Est-ce qu'en utilisant la cuillère, le goût de ce mets change? En quoi est-ce que utiliser la cuillère pour consommer du tarot empiète sur sur les traditions ou alors sur la tradition bamileke? Moi, je ne comprends pas cette façon d'agir des Camerounais. Si quelqu'un veut manger, chez nous, on mange du riz avec de la fourchette. Au Sénégal, on mange du riz avec des mains. On mange du couscous. Il y a beaucoup de personnes qui mangent du couscous de maïs ou de manioc avec de la fourchette. Est-ce qu'on est un peu trop occidentalisé là? Parce qu'à un moment donné, on a le couscous, le cuit se mange avec la main. Comment mangerez-vous le cuit avec la fourchette? Il y avait nos parents qui disaient qu'ils ne peuvent pas manger du coquille écrasé à la machine. Ils préféraient manger du coquille écrasé sur la pierre. Le monde évolue. On évolue en fonction de son époque. On évolue aussi en mangeant le tarot avec la cuillère. Oui, pourquoi pas? Est-ce que le goût est différent quand tu utilises la cuillère ou Dominique, on a plus d'envie de s'exprimer sur la question. Oui, parce que j'ai eu l'impression que on partage déjà tous un peu la paranoïa. Si on nous avait dit qu'il allait dans une salle où il y a l'écran, mettre de la musique ou bien se mettre à jouer, faire des bêtises, oui, là on aurait eu un problème. La culture chinoise mange le riz avec des bâtons. Ouais. Voilà. Ça nous vient d'où? Le riz qu'on mange ici nous vient de là-bas. Ouais. Pourquoi vous mangez le riz avec les cuillères et les fourchettes et tout ça? Est-ce que c'est pas une... C'est pareil. C'est pas l'occidentalisation des choses? Rien à voir, Michel. Rien à voir. Il ne faut pas le faire. Dans tout ça, il y a des personnes qui sont douala, qui préparent le ndolé, qui ont estimé que il y a des personnes qui mettent le njinja et ceux qui n'en mettent pas. C'est un problème aussi parce qu'on dénature le plat.
ben, chacun fait ça à sa façon. Est-ce qu'on vient vous dire non, comme vous avez vraiment, c'est un sacrilège, les doigts là vont se fâcher. Ah non, arrêtez la parole. Charles Hamel, cette histoire quand même fait que ça fait parler plusieurs personnes sur la toile aujourd'hui. À tort. On a l'impression que Sergio Polo a... Non, même si on parle de lui, forcément. Il a poussé le bouchon très loin ou pas? Le tarot, c'est un plat d'Amérique d'abord. Je vous invite, Écoutons M. Charles Michel Ngachou, à aller réécouter une mélodie de Eboalotine où il disait « Pour avoir porté mon sandia, tu m'as attrapé, tu m'as jeté en prison. » Allez réécouter cette mélodie d'Eboalotine. Vous voyez l'année de composition pour comprendre. Deuxième facteur, il y a un village qui est rentré en guerre avec le village Banjoun pour un manque de respect. C'est un chef qui va rendre visite, c'est un chef Banjoun qui va rendre visite à un autre chef, et pendant qu'ils sont assis, on coupe la canne, on lui donne. Il prend la canne, il coupe la tête, il suce la canne et après il se lève, il part. On dit, il n'a pas replanté la tête de la canne. Il est en train de tuer la pérennisation, ça a déclaré une guerre. Un autre fait, c'est Longuet qui arrive à l'ouest Cameroun, il a l'occasion de se filmer avec le chef. Il prend sa main gauche, il met derrière le chef Baok. Le chef Kemajou, Baok. Sur l'épaule. Sur l'épaule, excusez-moi de le faire. Ouais. Il pose sa main, ça crée un conflit, un tollé à l'ouest. Et on dit, non, il est Sawa, il est Yabassia, c'est comme ça chez eux. Arrêtez cette ignominie, madame. Il faut l'arrêter. Vous devez respecter la chose d'autrui. Permettez-moi. Vous avez créé la République de la tarocratie où on fait du tarot. Vous connaissez la couleur du tarot? Vous connaissez la vraie... Tout ce qu'on fait là-dedans, c'est des conneries. Vous connaissez la vraie couleur du tarot? La vraie couleur du tarot, monsieur Michel Ngachou, elle est ocre. Ce n'est pas des jaunes clairs, de ce qu'on met approximatif. Non. Quand vous arrivez, vous mangez. On ne mange pas une nourriture sacrée. C'est comme le héros. Le hachou, quand vous allez chez les populations du nord-ouest et que vous consommez du hachou, il y a quand même une gestuelle. Vous avez des gens qui offensent. D'autres mangent avec le chapeau. Quel appétit pouvez-vous avoir en mangeant avec le chapeau? On respecte deux choses. L'amour qu'on fait à sa femme et la nourriture qu'on mange. Merci. C'est très grave. Merci à vous. Madame, monsieur, retrouvons-nous demain, lorsqu'il sera midi. Enfin, non, lorsqu'il sera 10h. On en parlera. À demain avec le même plaisir.